On dit que les murs d'une maison gardent en mémoire les rires et les peines qu'ils sont les témoins silencieux de nos vies. Ce jour-là, en rentrant de l'hôpital le corps endolori, mais le cœur plein de l'espoir simple de retrouver mon lit, j'ai découvert que ma maison avait perdu la mémoire. Ou peu, être plus cruellement encore, c'était moi qu'elle avait choisi d'oublier. Tout a commencé avec ce petit carré de papier jaune, un simple post-it collé sur ma valise, posé là sur le paillasson, comme une offrande indésirable. Ces mots, tracés d'une écriture que je connaissais trop bien, ont été le début de la fin, ou peu, être le début de tout le reste. Mes mains tremblaient si fort que le papier semblait vibrer d'une vie propre, une vie malveillante. Je l'ai lu une fois, puis 2, puis 10. Maintenant, nous ne sommes plus que 3. Trouve un autre endroit où rester. Signé ta belle-fille. 3. Le chiffre résonnait dans ma tête comme un glas. Charles, Aurélie et leur petit Léo. J'étais le 4e élément, celui qui venait d'être soustrait de l'équation familiale. Le soleil de l'après-midi, d'habitude si doux en ce début d'automne, me semblait agressif, me frappant le visage et soulignant la fragilité de mon état. J'étais encore dans mes vêtements d'hôpital, une blouse en coton un peu rêche et des chaussons en papier qui n'étaient pas faits pour le gravier de l'allée. Je fixais la porte de cette maison que j'avais considérée comme mon foyer durant les 3 dernières années. Ma maison, c'est ce que je croyais. J'ai frappé, bien sûr que j'ai frappé, d'abord doucement, puis avec une urgence grandissante, jusqu'à ce que mes articulations me fassent mal. La douleur sourde dans ma main se mêlait au tiraillement aigu de ma cicatrice toute fraîche. « Charles, Charles, c'est maman. Ouvre-moi, s'il te plaît. » Ma voix se brisait. J'appelais mon fils, mon unique enfant, ce garçon que j'avais élevé seul après la mort de son père. Il n'avait que 12 ans quand Jean-Pierre nous a quittés. Nous n'avions plus que l'un pour l'autre. C'est ce que je me répétais comme un mantra, pour me donner du courage, pour chasser l'idée insupportable qui pouvait être complice de cette cruauté. Le seul son qui me répondait était le silence. Un silence épais, lourd, seulement perturbé par le lointain écho de la voix d'Aurélie à l'intérieur ordonnant aux enfants de faire moins de bruit. Elle était là. Ils étaient tous là. Derrière cette porte, la vie continuait mais sans moi. Soudain, le rideau de la fenêtre du salon a bougé. Une minuscule fente est apparue et j'ai aperçu le visage de mon petit-fils Léo, âgé de 8 ans. Ses grands yeux bruns, les mêmes que ceux de son père, me fixaient avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Un pauvre instant, j'ai cru qu'il allait sourire, qu'il allait courir vers la porte. Mais une main, celle d'Aurélie, a fermement agrippé son épaule et l'a tiré en arrière, loin de la fenêtre. Le rideau est retombé lourd et définitif, comme un rideau de théâtre sur une scène tragique. C'est à ce moment précis que j'ai compris. J'ai su avec une certitude qui me glaçait le sang qu'il n'ouvrirait pas. Ce n'était pas une mauvaise blague, pas un malentendu. C'était une expulsion. Je me suis assise sur ma valise, le corps vidé de toute force. Le cuir froid sous mes doigts semblait être la seule chose solide dans mon univers qui venait de basculer. Les souvenirs affluaient confus et douloureux. Il y a 3 ans après le décès de mon cher Jean-Pierre, l'immense maison que nous avions mis 30 ans à payer était devenue trop grande, trop silencieuse. Charles et Aurélie m'avaient alors fait cette proposition qui semblait si pleine de bon sens. « Maman, c'est la solution idéale », m'avait dit Charles avec cet enthousiasme que je lui connaissais si bien. « Tu vends ta maison, tu viens vivre avec nous. Tu pourras nous aider avec les enfants et nous on prendra soin de toi quand tu vieilliras. » L'idée m'avait séduite. La perspective de ne plus être seule, de voir mes petits-enfants grandir au quotidien, de me sentir utile, de faire partie d'un noyau familial solide. C'était tout ce dont je rêvais. L'argent de la vente de ma maison, 150 000 €, une somme considérable, le fruit de toute une vie de travail et d'économie avec Jean-Pierre, je le leur avais donné. Pas entièrement comme un don, mais comme une contribution. C'est un investissement dans notre famille, m'avait assuré Charles en me serrant dans ses bras. Cet argent a servi à financer d'importants travaux d'agrandissement de leur pavillon. Une nouvelle chambre, une grande véranda, donnant sur le jardin, une cuisine moderne et équipée. J'avais participé au choix des carrelages, des couleurs. Je me projetais, je construisais ce que je pensais être notre avenir commun, et je l'avais cru, aveuglément, parce qu'une mère croit son fils,
Assise sur cette valise sous le ciel qui commençait à se teinter de rose, je me suis souvenue de la lente dégradation de ma place au sein de leur foyer. Au début, tout était parfait. J'étais Mamie Hélène, la grand-mère adorée, qui préparait des crêpes le dimanche matin et aidait Léo avec ses devoirs de mathématiques. Mes conseils étaient écoutés, ma présence était célébrée. Puis insidieusement, j'étais devenue maman, un rôle plus pratique, plus fonctionnel. J'étais celle qui gardait les enfants quand Aurélie allait à ses cours de yoga ou à ses soirées entre filles. J'étais celle qui préparait le dîner en semaine parce qu'il rentrait tard et fatigué. Les remerciements se sont faits plus rares, remplacés par une sorte d'attente tacite. C'était normal après tout, c'est à ça que servent les grands-mères. Finalement, ces derniers mois, je n'étais plus que Hélène. Une présence encombrante dans leur belle maison impeccable. Une vieille femme qui occupait une chambre qui visiblement aurait pu servir à autre chose. Le changement le plus flagrant venait d'Aurélie. Ses sourires chaleureux des premiers temps s'étaient transformés en hochements de tête pincés. Les « merci d'avoir gardé les enfants » étaient devenus des reproches à peine voilés sur le désordre qu'ils avaient laissé. Les invitations aux sorties familiales s'étaient espacées jusqu'à disparaître complètement. Je n'étais plus que la baby-sitter qu'on laissait derrière soi en partant en week-end. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main, mes doigts gourds, peinant à trouver les bons contacts. J'ai appelé Charles. Directement sur sa messagerie vocale, j'ai réessayé. Même résultat. Il filtrait mes appels. Un texto alors. C'était ma dernière option. Les mots me semblaient dérisoires face à la situation. « Charles, je suis dehors. Je sors de l'hôpital. S'il te plaît, laisse-moi entrer. » J'ai regardé l'écran avec une intensité désespérée, comme si ma volonté pouvait forcer une réponse. La mention « distribuée » est apparue, puis après 1 minute, qui m'a paru une éternité lue. Il l'avait vu, il savait, et il ne répondait pas. Le soleil a fini par disparaître derrière les toits des maisons voisines, et avec lui la dure réalité de ma situation s'est installée implacable. J'avais 68 ans. Je venais de subir une opération de la vésicule biliaire. Et je n'avais nulle part où aller. L'hôpital m'avait laissé sortir avec une liste de recommandations pour mes soins à domicile, sans jamais imaginer que ce domicile n'existerait plus pour moi. Le froid du soir commençait à s'insinuer sous ma blouse d'hôpital. J'ai finalement accepté, l'inacceptable personne ne viendrait m'ouvrir cette porte. Avec des mains qui ne cessaient de trembler, j'ai tiré sur la poignée télescopique de ma valise et j'ai commencé à marcher sans destination précise. Chaque pas était une épreuve. La douleur dans mon abdomen se réveillait une brûlure vive à chaque secousse. Les incisions chirurgicales étaient encore fraîches, sensibles. J'avançais lentement courbée, en 2 tirant derrière moi, le poids dérisoire de ma vie empaquetée. J'ai ouvert mon portefeuille. 43 €. Assez pour un taxi, mais pour aller où? Un hôtel viderait rapidement mes maigres économies. Ma sœur vivait en Bretagne à l'autre bout de la France. Ma meilleure amie Françoise avait déménagé dans un appartement plus petit après la mort de son mari. Je ne pouvais pas m'imposer. Je me suis arrêtée à un arrêt de bus près d'un petit banc public. Je me suis assise, ma valise à mes côtés, fidèle et unique compagne. Un sentiment de trahison si immense m'a submergée que les larmes que j'avais retenues jusqu'alors ont commencé à couler. Elles coulaient en silence chaude sur mes joues refroidies par le soir. Comment Charles avait-il pu faire ça? Lui, ce petit garçon qui me fabriquait des cartes pour la fête des mères, avec des paillettes et des macaronis, me disant que j'étais son héroïne. Ce jeune homme pour qui j'avais cumulé 2 emplois après la mort de Jean-Pierre pour qu'il puisse faire les études qu'il souhaitait. Mon fils et Aurélie. J'avais tellement essayé avec Aurélie. J'avais respecté ses choix éducatifs. Je ne m'étais jamais immiscée. J'aidais dès qu'on me le demandait, sans jamais rien réclamer en retour. Je pensais que nous avions construit une relation sinon d'amour, du moins de respect mutuel. La cruauté du moment choisi ne m'échappait pas. Ils avaient attendu que je sois au plus bas, au plus vulnérable, fraîchement opéré, pour me jeter dehors. Avait-il planifié tout cela depuis le début? N'étais-je qu'une source commode de garde d'enfants et de financement, jusqu'à ce que je devienne un fardeau? Tandis que les lampadaires s'allumaient un à un, projetant une lumière blafarde sur le trottoir, j'ai repris mon téléphone. J'ai fait défiler mes contacts, le cœur battant.
Mes doigts ont hésité puis se sont arrêtés sur le nom de Françoise. Nous étions amis depuis plus de 40 ans. Nous avions tout traversé ensemble, les mariages, les naissances, les difficultés et maintenant le veuvage. Si quelqu'un pouvait comprendre sans juger, c'était bien elle. Le téléphone a sonné 3 fois. J'ai presque raccroché, rongé par la honte. Puis sa voix familière chaude et rassurante a retenti. « Hélène, tout va bien. » J'ai essayé de parler, mais seul un sanglot a franchi mes lèvres. Le son de ma propre détresse m'a surprise. « Hélène, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne devais pas te faire opérer aujourd'hui. » Sa voix était maintenant teintée d'une vive inquiétude. « Françoise, ai-je finalement réussi à articuler ma voix n'étant qu'un murmure brisé ? J'ai besoin d'aide. Ils m'ont mise à la porte. » Il y a eu un court silence à l'autre bout du fil. Pas un silence d'hésitation, mais un silence de stupeur, de colère contenue. Puis sa voix ferme et claire a tranché dans la nuit. « Dis-moi où tu es. J'arrive te chercher. Tout de suite. » Pendant que j'attendais ma plus vieille amie, mon unique secours, j'ai regardé une jeune famille passer sur le trottoir d'en face. La mère tenait la main de son petit garçon, riant d'une chose qu'il venait de lui dire. Le père les suivait en poussant une poussette. Un moment si simple, si banal, une connexion si évidente. Cela m'a frappé avec la force d'un coup de poing. Ma propre famille venait de rompre tous nos liens, de me couper de leur vie comme on coupe une branche morte. J'étais devenue jetable. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de la trahison m'écraser plus lourd que ma valise, plus lourd que toutes mes années réunies. Dans le froid de la nuit, naissante seule sur mon banc, j'étais d'une île et toutes les terres que je connaissais avaient été englouties. La chambre d'amis de Françoise n'était pas grande. Un lit, une place, une petite commode et une lampe de chevet. Mais cette nuit-là, elle m'a paru être un sanctuaire, le havre de paix le plus précieux du monde. Mes cicatrices me lançaient, alors que Françoise m'aidait à m'installer son visage, un masque de fureur contenu. « Je n'arrive pas à croire que Charles ait pu faire une chose pareille, » disait-elle, en arrangeant les oreillers dans mon dos, ses gestes doux contrastant avec la dureté de ses paroles. « Après tout ce que tu as fait pour ce garçon. » Moi non plus, je n'arrivais pas à y croire. Mais la preuve était là, indéniable. Ma valise faite à la hâte par Aurélie, ne contenant qu'une partie de mes vêtements, et aucun de mes objets personnels, aucun de mes souvenirs trônait dans un coin de la pièce, comme le témoin silencieux de ma nouvelle réalité. « Tu as essayé de le rappeler ?» m'a demandé Françoise en me tendant une tasse de tisane à la camomille. La chaleur de la tasse réchauffait un peu mes mains glacées. J'ai hoché la tête. Dick cette fois. Et il a lu tous mes messages. Mais il n'a jamais répondu. Françoise s'est assise sur le bord du lit. Ses cheveux gris coupés courts attrapaient la lumière de la lampe. Nous étions amis depuis nos 20 ans, à l'époque où nous étions de jeunes mères, essayant de jongler entre le travail, les enfants et les maris. Elle avait été là quand Jean-Pierre est mort, m'apportant des plats cuisinés et m'écoutant parler pendant des heures. Et elle était là maintenant pour cette épreuve, mon expulsion sans cérémonie de la vie de mon fils. « Tu dois te reposer », a-t-elle dit fermement. « Demain, on réfléchira. » Mais cette nuit, essaye de dormir. Le sommeil, cependant, ne venait pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais l'écriture d'Aurélie sur le post-it. Maintenant, nous ne sommes plus que 3. La cruauté désinvolte de cette phrase me serrait la poitrine plus douloureusement encore que mes plaies chirurgicales. Je me suis remémoré les 3 dernières années, cherchant des signes avant-coureurs, des indices que j'aurais manqués. Y avait-il eu un moment précis où tout avait basculé, ou était-ce une érosion lente, invisible de l'amour et du respect? J'ai repensé au souper où mes opinions étaient ignorées, aux conversations dont j'étais exclue, aux regards échangés entre Charles et Aurélie au-dessus de ma tête, comme si je n'étais déjà plus là. La vérité, c'est que j'avais été mise à la porte bien avant qu'il ne pose ma valise sur le trottoir. L'expulsion physique n'était que l'aboutissement d'un long processus d'effacement. Le matin est arrivé avec le bruit de la pluie tambourinant contre la fenêtre. Un ciel gris à l'image de mon âme. J'ai vérifié mon téléphone, un réflexe absurde et plein d'un espoir masochiste. Aucun message de Charles. Aucun appel en absence. Juste le silence numérique de l'abandon. Allez debout. Un bon petit déjeuner. Françoise est apparue dans l'encadrement de la porte, un sourire forcé sur les lèvres.
Ensuite, il faut qu'on parle de la suite. Devant un café fumant et des tartines beurrées, je lui ai tout raconté. L'histoire de la vente de ma maison, les 150 000 euros. Je lui ai décrit les travaux, la façon dont leur modeste pavillon de 3 chambres s'était transformé en une spacieuse villa de 5 chambres, avec une cuisine de chef et une suite parentale digne d'un magazine de décoration. J'ai mis presque tout ce que j'avais, lui ai-je dit en remuant mon café d'un geste absent. Charles disait que c'était un investissement dans notre avenir commun, que j'aurais toujours une place chez eux. L'expression de Françoise s'est assombrie. « Est-ce que tu as fait signer un papier, un accord légal quelconque ?» J'ai secoué la tête, un sentiment de honte m'envahissant. C'est mon fils Françoise. Je lui faisais confiance. Les mots flottaient dans l'air, entre nous, leur naïveté soudainement criante et douloureuse. « On devrait vérifier tes comptes », a suggéré Françoise doucement. « Juste pour être sûr qu'ils n'ont accès à rien d'autre. » Mon estomac s'est noué. Je n'y avais même pas pensé. C'était Charles qui m'avait aidé à configurer mes services bancaires en ligne après la mort de Jean-Pierre. « En cas d'urgence, maman, il faut que je puisse t'aider », avait-il dit. Et j'avais donné ma carte de crédit à Aurélie pour les courses, pour des petites choses, pour les petits-enfants. La confiance, encore et toujours. Avec des mains tremblantes, je me suis connectée à mon compte en banque sur la tablette de Françoise. Un immense soulagement m'a envahi en voyant que mon compte d'épargne principal était intact. Il n'y avait pas touché. Mais lorsque j'ai cliqué sur le relevé de ma carte de crédit, le soulagement s'est évaporé, remplacé par une horreur glacée. 3 200 euros aux Galeries Lafayette. 1 700 euros chez Sephora. Françoise lisait par-dessus mon épaule. « Dis donc, depuis quand es-tu devenue une si grande dépensière, Hélène ?» Je n'ai pas répondu, je faisais défiler les lignes de dépenses les unes après les autres. Des vêtements de marque, du maquillage de luxe, des dîners dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu le nom. Tout cela au cours des 3 dernières semaines pendant que je me préparais pour mon opération. La dépense la plus récente avait été effectuée la veille. 4 500 euros dans un magasin appelé Mobilier Contemporain Luxe. Ils redécoraient ma chambre. La réalisation m'a frappée comme une gifle. Ils étaient en train de réaménager ma chambre. Ils avaient planifié cela attendant que je sois à l'hôpital pour se débarrasser de mes meubles et de mes affaires. Le visage de Françoise s'est empourpré de colère. Ces petits ingrats, c'est... Je dois annuler ces cartes. L'ai-je coupé, un calme étrange s'installant en moi. C'était le premier sentiment de décision que j'éprouvais depuis que j'avais trouvé ma valise. Je dois tout bloquer. Maintenant. Avec l'aide de Françoise, j'ai appelé la banque. Ma voix était étonnamment ferme. Oui, je voulais signaler une utilisation frauduleuse de ma carte. Oui, je voulais contester les charges récentes. Et oui, je voulais bloquer immédiatement toutes mes cartes de crédit. Madame, cela empêchera toute nouvelle transaction d'être approuvée, m'a prévenu l'employé de la banque. C'est parfait, ai-je répondu. C'est exactement ce que je veux. Après avoir raccroché, je me suis adossée au dossier de la chaise épuisée, mais ressentant quelque chose d'inattendu. Une minuscule étincelle de pouvoir. On m'avait peu. Être jetée comme une vieille chaussette, mais il y avait encore des choses que je pouvais contrôler. Et maintenant, a demandé Françoise en me serrant la main. Maintenant, ai-je dit, je dois récupérer mes affaires. Mes albums photos, la montre de Jean-Pierre, la porcelaine de ma mère. Tout est encore dans cette maison. On trouvera une solution, a promis Françoise. Mais d'abord, tu dois guérir. Ce sont les ordres du médecin. Et les miens. Elle avait raison, bien sûr. Mon corps avait besoin de temps pour se remettre de l'opération. Mais tandis que je me reposais, je savais que mon cœur lui mettrait beaucoup plus longtemps à cicatriser. Le lendemain, mon téléphone a sonné. Le nom de Charles s'est affiché sur l'écran. Mon cœur a fait un bond, une lueur d'espoir stupide et tenace. Peu être qu'il avait retrouvé la raison. Peu être qu'il l'appelait pour s'excuser, pour me supplier de revenir. J'ai décroché à la 2e sonnerie, essayant de contrôler le tremblement dans ma voix. Allô, maman. Sa voix était tendue, contrôlée. Pas la voix d'un fils plein de remords. Il semble y avoir un problème avec tes cartes de crédit. Pas de « comment vas-tu après l'opération ?» Pas de « je suis désolée de t'avoir mise dehors ?» Juste une préoccupation pour les cartes. Oui, ai-je dit, surprise par la stabilité de ma propre voix. Je les ai bloquées. Une pause.
Aurélie essayait de faire les courses pour les enfants, a-t-il dit, une pointe d'agacement perçant dans son ton. La carte a été refusée. Est-ce qu'elle achetait aussi des courses aux Galeries Lafayette et chez Mobilier Contemporain Luxe, ai-je demandé, le sarcasme affleurant malgré moi. Ou c'était pour autre chose? Une autre pause plus longue cette fois. Un silence chargé de mensonges et de gêne. Maman, tu avais autorisé Aurélie à utiliser ses cartes pour les urgences et les nécessités. Je l'avais autorisée à acheter le nécessaire pour les enfants Charles, l'ai-je corrigé. Pas à dépenser des milliers d'euros pour je ne sais quelles extravagances. Je l'ai entendu inspirer brusquement agacé. Écoute, je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Débloque juste les cartes. On pourra parler de limites de dépenses plus tard. Le mépris dans sa voix, cette façon de balayer mes préoccupations, a allumé quelque chose en moi. Une colère lente, profonde, qui couvait depuis que j'avais lu ce post-it. Non, Charles, ai-je dit calmement. Je ne crois pas non. Pardon ? La surprise dans sa voix était presque gratifiante. Il ne s'attendait pas à ça. Vous avez été très clair sur le fait que je ne faisais plus partie de votre foyer, ai-je continué, chaque mot pesé, délibéré. Alors je crains que Aurélie ne doive trouver un autre moyen de payer pour ses virées shopping. Maman, sois raisonnable. J'ai été raisonnable quand j'ai vendu ma maison pour vous aider à agrandir la vôtre. L'ai-je interrompu, les mots sortant dans un flot soudain. J'ai été raisonnable quand je gardais tes enfants tous les jours pendant que toi et Aurélie faisiez carrière. J'ai été raisonnable quand je faisais la cuisine, le ménage, quand je me rendais utile de toutes les manières possibles. Dis-moi, Charles, où est-ce que toute cette raison m'a mené ? Silence à nouveau. Puis, ce n'est pas le bon moment pour discuter de ça. Ça ne l'est jamais avec toi, ai-je dit la vérité de cette phrase, s'installant lourdement dans ma poitrine. Au revoir, Charles. J'ai raccroché la main tremblante, mais la résolution plus ferme que jamais. Dans l'encadrement de la porte, Françoise se tenait là observant la scène, un petit sourire flottant sur ses lèvres. Et bien hâtée, elle dit « Regardez qui a finalement retrouvé sa colonne vertébrale », je lui ai rendu un faible sourire. Bloquer les cartes n'est qu'un début, ai-je dit. Je dois découvrir tout ce qu'ils ont fait d'autre avec mon argent. Au moment où je prononçais ces mots, un texto est apparu sur mon téléphone. C'était Charles. C'est puéril, maman. Appelle-moi quand tu seras prête à te comporter en adulte. J'ai montré le message à Françoise qui a reniflé avec incrédulité. L'ironie de t'entendre dire ça par lui, après ce qu'ils ont fait. J'ai posé le téléphone, un calme étrange m'envahissant. Le choc initial et la douleur étaient toujours là, mais quelque chose d'autre émergeait. La détermination. Il m'avait pris ma maison, ma sécurité et ma place dans la famille. Mais il ne prendrait rien de plus. Pas un centime de plus. Pas une once de plus de ma dignité. Une semaine s'est écoulée sans un mot de Charles. Mes cicatrices chirurgicales guérissaient bien, mais la blessure de la trahison restait à vif. Françoise avait été mon ancre, mon salut, mais je ne pouvais pas abuser de son hospitalité éternellement. Je devais récupérer le reste de mes affaires et commencer à réfléchir à mon avenir. « Je viens avec toi », a insisté Françoise quand je lui ai dit que je devais retourner à la maison de Charles. « Tu n'es pas obligée. »« Absolument que si », m'a-t-elle coupé en attrapant ses clés de voiture. « D'ailleurs, ils seront moins enclins à te claquer la porte au nez s'il y a un témoin. » Le trajet familier vers la maison que j'avais appelée chez moi pendant 3 ans m'a semblé surréaliste. En arrivant, j'ai remarqué que le grand SUV d'Aurélie n'était pas là, mais la berline de Charles était garée dans l'allée. « Parfait », a marmonné Françoise. On pourra peu être lui parler sans qu'elle soit là pour l'influencer. Mes jambes semblaient lourdes comme du plomb en remontant l'allée. Les parterres de fleurs que j'avais entretenus avec tant de soin montraient déjà des signes de négligence. J'ai sonné le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Charles a ouvert la porte. La surprise a traversé son visage avant de se figer en une expression gardée. Il avait l'air fatigué, des cernes sombres sous les yeux. « Maman. » Il a jeté un regard à Françoise, puis de nouveau à moi. « Je ne m'attendais pas à te voir. » Évidemment, ai-je répondu, trouvant une force inattendue dans la présence solide de Françoise à mes côtés. Je suis venue chercher mes affaires, mes effets personnels. Il a hésité un instant, puis s'est écarté pour nous laisser entrer. Aurélie n'est pas là. Elle a emmené les enfants chez sa mère. La maison semblait différente. Les meubles avaient été réarrangés. Un grand canapé d'angle moderne, sans doute l'achat de chez Mobilier Contemporain Luxe, dominait maintenant le salon. Mes affaires sont dans la chambre d'amis.
ai-je dit en me dirigeant vers l'escalier. En fait, a dit Charles en se raclant la gorge, on a déplacé quelques trucs. Aurélie utilise cette pièce comme bureau maintenant. Un frisson m'a parcouru. Et mes affaires, la plupart sont dans des cartons au garage, a-t-il répondu en évitant mon regard. Aurélie a pensé que ce serait plus simple pour que tu les récupères comme ça. Françoise a émis un son de dégoût. Quelle délicatesse de sa part. Nous avons suivi Charles jusqu'au garage. Plusieurs cartons étaient empilés contre un mur. Je me suis approchée avec appréhension. Le premier carton contenait des vêtements pliés à la va-vite. Le deuxième des livres et quelques articles de toilette. Mais en fouillant les autres cartons, la panique a commencé à monter dans ma gorge. Où sont mes albums, photos, la montre de Jean-Pierre, les bijoux de ma mère? Charles s'est agité mal à l'aise. Je ne suis pas sûre. C'est Aurélie qui a tout emballé. Eh bien, ils ne sont pas là, ai-je dit, ma voix montant d'un cran. Et la porcelaine de ma mère, les souvenirs de famille, maman, calme-toi. Ne me dis pas de me calmer, ai-je lancé, me surprenant moi-même par la force de ma colère. Ces choses sont irremplaçables. Ce sont mes souvenirs, mon histoire. Françoise s'est avancée. Charles, c'est inacceptable. Ce sont les possessions personnelles d'Hélène. Charles a passé une main dans ses cheveux, ressemblant plus à un enfant pris en faute qu'à un homme adulte. Je vais parler à Aurélie. Être qu'elle les a mis ailleurs. Je veux regarder en haut, ai-je insisté. Maintenant. Il a hésité puis a hoché la tête à contre-cœur. Je me suis dirigée directement vers le grenier, me souvenant y avoir stocké de vieilles affaires. Alors que je montais les escaliers, le téléphone de Charles a sonné. Il a répondu dans le couloir en dessous, sa voix basse. Le grenier était poussiéreux et sombre, mais je savais exactement où j'avais placé mes malles de rangement. À mon grand soulagement, elles étaient toujours là intactes. J'ai ouvert la plus grande et j'y ai trouvé mon album de mariage, les médailles militaires de Jean-Pierre et plusieurs albums de photos de famille. Au moins, ces précieux souvenirs avaient été épargnés par la purge d'Aurélie. Alors que je rassemblais ce que je pouvais porter, j'ai entendu des bribes de la conversation de Charles qui montait d'en bas. Non, elle est juste arrivée. Oui, avec son ami. Je sais ce qu'on avait convenu, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? C'est quand même ma mère. Il y a eu une pause. Aurélie, ce n'est pas juste. On avait dit qu'on attendrait d'avoir vendu la maison pour lui parler de la maison de retraite. Non, je ne lui ai pas encore dit. Elle vient de se faire opérer bon sang. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Maison de retraite, vendre la maison. Je me suis rapprochée de l'escalier du grenier tendant l'oreille. L'agent immobilier a dit qu'on pourrait en tirer au moins 650 000 € avec les rénovations. Oui, assez pour rembourser nos dettes et verser un acompte pour la maison au bord du lac. Je sais que c'est l'argent de maman qui a rendu ça possible, mais elle a accepté d'investir dans le bien. Mes jambes ont failli se dérober sous moi. Il prévoyait de vendre la maison, cette maison dans laquelle j'avais investi toutes mes économies, pour acheter une maison au bord d'un lac, et il voulait me placer dans une maison de retraite. J'ai dû faire un bruit car Charles s'est soudainement tu. « Je dois te laisser », hâté, il dit précipitamment. Elle m'a peu être entendue. Je me suis précipitée vers la malle, l'esprit en ébullition. Alors que les pas de Charles approchaient, je me suis affairée avec les albums photos, essayant de contrôler le tremblement de mes mains. « Maman, tu as trouvé ce que tu cherchais. » Sa voix semblait tendue. Une partie, ai-je répondu, incapable d'en dire plus. Il m'a aidé à descendre. Ce que j'avais trouvé un silence gêné, s'étirant entre nous. Dans le garage, Françoise passait méthodiquement en revue les derniers cartons. Charles, ai-je dit, me retournant finalement pour lui faire face. « Est-ce que tu comptais me parler de la vente de la maison ?» Son visage est devenu blême. « Tu as entendu ?» ?»« Oui, j'ai entendu. Tout comme j'ai entendu parler de la maison de retraite que vous m'avez choisie. » Ma voix était étonnamment stable, malgré la tempête qui faisait rage en moi. « Est-ce que vous alliez seulement me consulter pour quoi que ce soit ?» Charles a eu au moins la décence de paraître honteux. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois. On pensait juste, avec tes problèmes de santé. » Mon opération de la vésicule biliaire, l'ai-je interrompue. Ce n'est guère une raison pour m'expédier dans un hospice. J'ai 68 ans, pas 98. C'est juste que... Aurélie pensait, ai-je répété amèrement. Et tu as simplement suivi, n'est-ce pas?
tout comme tu as suivi quand il s'agissait de me mettre à la porte de ma propre maison. Ce n'est pas ta maison, hâtée, il dit une lueur de défi traversant son visage. Ton nom n'est pas sur l'acte de propriété. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Il avait raison. Malgré ma contribution financière substantielle, je n'avais aucune revendication légale sur la maison. J'avais fait confiance à mon fils, et cette confiance avait causé ma perte. Françoise est intervenue, sa voix glaciale. Nous prenons ces cartons maintenant, et Charles, je te suggère de retrouver les objets de valeur manquants de ta mère avant que nous ne soyons obligés d'impliquer les autorités. Alors que nous chargions les cartons dans la voiture de Françoise, j'ai aperçu des papiers sur le bureau de Charles à travers la porte ouverte du garage. Une brochure pour une résidence pour personnes âgées, les pins ensoleillés, gisait à côté de ce qui ressemblait à des annonces immobilières. Il planifiait cela depuis des mois. Mon expulsion, la maison de retraite, la maison au bord du lac. Tout était calculé, tout avait été fait dans mon dos. La trahison était si profonde que je pouvais à peine respirer en nous éloignant. Mais sous la douleur, quelque chose d'autre s'agitait. Une détermination féroce qui me surprenait par son intensité. Il m'avait tout pris, mais il ne déterminerait pas mon avenir. Plus maintenant. Tu peux rester avec moi aussi longtemps que tu en as besoin, a insisté Françoise alors que nous déchargions les cartons de sa voiture. Je le pense vraiment, Hélène. J'étais infiniment touchée par son offre, mais je savais que ce n'était pas une solution à long terme. Son appartement d'une chambre était à peine assez grand pour elle. De plus, j'avais besoin de me tenir à nouveau sur mes deux pieds. J'apprécie plus que tu ne peux l'imaginer, lui ai-je dit. Mais je dois trouver une solution par moi-même. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec ma banque. Martin Geller était mon conseiller financier depuis la mort de Jean-Pierre. Son visage a exprimé un choc sincère quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. « Je suis sincèrement désolée, Hélène, » a-t-il dit en examinant mes comptes. La bonne nouvelle, c'est que vos pensions de retraite et de réversion sont toujours versées régulièrement et votre compte d'épargne principal est intact. Et l'argent que j'ai mis dans la maison de Charles, l'expression de Martin est devenue sombre. Sans accord formel, c'est légalement considéré comme un don. Nous pourrions explorer certaines options, mais ce serait une bataille difficile. J'ai hoché la tête, m'y attendant un peu. Alors je dois me concentrer sur l'avenir. Que puis-je me permettre comme logement ? Nous avons passé l'heure suivante à examiner les chiffres. Mes revenus mensuels s'élevaient à un peu moins de 2 400 €. Ce n'était pas le luxe, mais c'était suffisant pour louer un appartement modeste et couvrir les dépenses de base si je faisais attention. Il y a aussi ça, a dit Martin, en affichant un autre compte que j'avais presque oublié, l'assurance vie de Jean-Pierre que vous aviez placée. Elle a fructifié et atteint environ 42 000 €. Une vague de gratitude pour mon mari si prévoyant m'a submergée. Même par-delà, la tombe Jean-Pierre continuait de prendre soin de moi. Cela vous donne des options, a poursuivi Martin. Vous pourriez en utiliser une partie pour la caution et l'ameublement et garder le reste comme fonds d'urgence. En quittant la banque, j'ai ressenti un étrange mélange de pertes et de possibilités. J'avais moins que ce que j'avais pensé avoir à ce stade de ma vie, mais plus que beaucoup de gens dans ma situation. Je pouvais reconstruire. Au cours des 2 semaines suivantes, je me suis lancée à corps perdu dans la recherche d'appartements. Françoise m'a conduite aux visites, m'a aidée à comparer les prix et m'a remonté le moral lorsque le désespoir menaçait de m'envahir. Finalement, nous avons trouvé un petit 2 pièces dans une résidence pour seniors. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre. Il y avait un petit balcon pour mes plantes en pot. Et surtout, c'était abordable. « C'est parfait », a déclaré Françoise lorsque nous l'avons visité. Et regarde, ils ont un jardin communautaire et des parties de cartes hebdomadaires dans la salle commune. J'ai signé le bail ce jour-là. Un étrange sentiment d'accomplissement m'a envahi pour la première fois depuis que j'avais trouvé ma valise sur le paillasson. J'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie plutôt que de simplement réagir au désastre. L'emménagement a été un autre défi. Avec des fonds limités, je ne pouvais pas remplacer tous les meubles que j'avais laissés chez Charles. Mais le groupe de la paroisse de Françoise est venu à la rescousse avec des dons, un canapé d'occasion, en bon état, une petite table à manger et un fauteuil confortable. J'ai acheté un matelas et du linge de lit neuf, le seul luxe sur lequel je ne pouvais pas faire de compromis. Et petit à petit, l'appartement a commencé à ressembler au mien. Mon téléphone restait obstinément silencieux. Aucun appel de Charles, aucun texto pour savoir comment j'allais.
Juste le silence. Je me disais que c'était mieux ainsi. Une rupture nette. Mais la nuit, quand l'appartement était calme et encore peu familier, je me surprenais à me demander comment allaient mes petits-enfants, s'ils demandaient après moi ce que Charles leur avait raconté sur ma soudaine disparition. 3 semaines après mon emménagement, alors que je disposais mes albums, photos, rescapés sur une étagère, mon téléphone a sonné. Le nom de Charles. Mon cœur a bondi une étincelle d'espoir traîtresse, s'enflammant malgré tout. « Allô » ai-je répondu, essayant de garder une voix neutre. « Maman ». Son ton était purement fonctionnel, sans aucune chaleur. « Nous devons parler de tes cartes de crédit. Pas de « comment vas-tu » ou « je suis désolée ». Directement aux questions d'argent. « Qu'est-ce qu'il y a avec elle ?» ai-je demandé, l'étincelle d'espoir, s'éteignant aussi vite qu'elle était apparue. Elles sont toujours bloquées. Aurélie a besoin d'acheter des choses pour les enfants. Non, l'ai-je interrompu, surprise par ma propre fermeté. Ces cartes resteront bloquées, Charles. Je suis à la retraite maintenant avec un revenu fixe et je ne peux pas me permettre de financer les habitudes de consommation d'Aurélie. Il y a eu une pause, puis... Maman, sois raisonnable. Nous sommes une famille. Le mot famille m'a frappé comme une gifle. Famille, ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles le fait de jeter ta mère dehors après une opération, de comploter pour vendre la maison qu'elle a aidé à payer et de l'expédier dans une maison de retraite. Tu ne comprends pas. Non, c'est toi qui ne comprends pas. L'ai-je coupé. Je t'ai fait confiance avec tout ce que j'avais, Charles. Ma maison, mon argent, mon cœur. Et tu as complètement trahi cette confiance. Je ne te donnerai pas un centime de plus. Sa voix s'est durcie. Alors je suppose qu'il n'y a plus rien à discuter. Je suppose que non. Ai-je convenu, un calme étrange s'installant en moi. Au revoir, Charles. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon nouveau fauteuil, regardant mon petit mais digne appartement. C'était pas la retraite que j'avais prévue, mais c'était la mienne. L'appel téléphonique avait été douloureux, mais aussi clarifiant. Charles n'avait pas appelé pour se réconcilier. Il avait appelé pour avoir accès à mon argent, rien de plus. Ce week-end-là, j'ai découvert une brochure dans la salle commune de la résidence, annonçant un groupe de parole pour les seniors. Transition de vie, trouver son chemin. Quelque chose dans ce titre m'a interpellée, et le mardi suivant, je me suis retrouvée à entrer dans une salle ensoleillée du centre communautaire local, où 6 autres personnes de mon âge étaient assises en cercle. Nancy, l'animatrice du groupe, m'a accueillie chaleureusement. « Voulez-vous vous présenter et nous dire un peu ce qui vous amène ici ?» J'ai hésité, puis j'ai commencé à parler. « Je m'appelle Hélène. Il y a un mois, mon fils et ma belle-fille m'ont mise à la porte de chez eux après que j'ai subi une opération. J'avais vendu ma propre maison pour les aider et ils. Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. Ils ont décidé que je n'étais plus utile pour eux. Les visages compatissants autour de moi m'ont donné le courage de continuer. Je leur ai tout raconté. La trahison, les plans pour la maison de retraite, les cartes de crédit bloquaient mon nouvel appartement. En parlant, j'ai réalisé que c'était la première fois que je racontais toute l'histoire du début à la fin. Et quelque chose en moi a changé. La honte que je portais, le sentiment que j'avais dû faire quelque chose pour mériter ce traitement, a commencé à se dissoudre. « Merci d'avoir partagé cela, Hélène », a dit Nancy quand j'ai eu fini. Malheureusement, l'abus financier envers les personnes âgées vient souvent de membres de la famille. Ce que vous vivez est plus courant que beaucoup de gens ne le pensent. Une femme aux cheveux d'argent, nommée Éléonore, s'est penchée et m'a serré la main. Ma fille m'a fait quelque chose de similaire, a-t-elle confié. Il m'a fallu des années pour me reconstruire, mais je l'ai fait, et vous le ferez aussi. Au fur et à mesure que la réunion se poursuivait, d'autres ont partagé leurs histoires. Certaines similaires à la mienne, d'autres différentes, mais tout aussi difficiles. Au moment de la pause café, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Un sentiment de communauté. Ces gens comprenaient ce que je traversais sans jugement ni pitié. Quand j'ai quitté la réunion, j'avais 3 nouveaux numéros de téléphone et une invitation à déjeuner avec Éléonore et une autre femme nommée Marguerite la semaine suivante. De retour dans mon appartement, je me suis tenue sur mon petit balcon regardant le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs brillantes. Pour la première fois, je me suis autorisée à imaginer un avenir différent de celui que j'avais prévu. Pas moins bien juste différent. Un avenir où je prendrais mes propres décisions, où je nouerais de nouvelles amitiés et où j'apprendrais à faire confiance à nouveau avec prudence et sélectivité.
Ce ne serait pas facile. La douleur de la trahison de Charles était encore profonde. Mais là, dans la lumière déclinante, j'ai senti quelque chose de nouveau s'agiter en moi. Pas seulement la survie, mais la possibilité de m'épanouir. 6 mois ont passé, l'automne a laissé place à l'hiver, et l'hiver s'est adouci pour devenir le printemps. Mon petit appartement était devenu un vrai foyer décoré avec mes photos précieuses et quelques nouveaux meubles soigneusement choisis. Le groupe de parole était devenu une bouée de sauvetage, et Éléonore et Marguerite étaient maintenant des amies chères. Nous nous retrouvions chaque semaine pour un café, une partie de cartes ou une promenade dans le parc, quand le temps le permettait. Ma vie avait trouvé un rythme paisible. Jusqu'au jour où j'ai reçu une lettre inattendue d'une agence immobilière. « Félicitations pour la vente de votre bien », commençait-elle, mentionnant une adresse que j'ai immédiatement reconnue. La maison de Charles. Mes mains tremblaient en lisant la suite. La lettre m'était adressée en tant que co-investisseur dans la propriété, m'informant que la maison avait été vendue pour 685 000 €. J'ai fixé le papier incrédule. Ils l'avaient fait. Ils avaient vendu la maison dans laquelle j'avais versé les économies de toute ma vie, et ils avaient, d'une manière ou d'une autre, utilisé mon nom dans le processus. J'ai immédiatement appelé Françoise. « Ils ont vendu la maison !» ai-je dit, la voix tremblante. Et d'une façon ou d'une autre, ils m'ont listé comme étant impliqué dans la vente. « C'est impossible », a dit Françoise. « Ton nom n'est pas sur l'acte de propriété. Comment aurait-il pu ?» Elle s'est arrêtée. « Sauf s'ils ont falsifié quelque chose. Hélène, tu dois parler à un avocat. » Le lendemain, j'étais assise en face de maître Patricia Winters, une avocate spécialisée dans le droit des personnes âgées, qu'Éléonore m'avait recommandée. Elle a examiné la lettre avec un froncement de sourcils de plus en plus profond. « C'est préoccupant, » a-t-elle dit. « Il ne pouvait pas légalement utiliser votre nom en tant que copropriétaire pour la vente, à moins qu'il n'y ait un document avec votre signature. Avez-vous déjà signé quelque chose concernant la maison ?» Je me suis souvenue. Charles m'avait fait signer des papiers quand j'avais emménagé. Il disait que c'était pour des raisons fiscales pour l'argent que j'avais apporté. Patricia a hoché la tête d'un air sombre. J'aimerais enquêter là-dessus. En attendant, je suggère que nous organisions une réunion avec Charles et Aurélie. S'ils ont commis une fraude, ils doivent savoir qu'il y aura des conséquences. L'idée de les affronter a provoqué une vague d'anxiété en moi, mais aussi une étrange anticipation. Depuis des mois, je reconstruisais ma vie, je retrouvais ma force. Il était peu, être temps de leur montrer exactement qui j'étais devenue. Patricia m'a aidé à rédiger une lettre officielle demandant une réunion. Nous l'avons envoyée par courrier recommandé pour être sûr qu'ils ne puissent pas prétendre ne jamais l'avoir reçue. 3 jours plus tard, Charles a appelé. « De quoi s'agit-il, maman » a-t-il demandé, la voix tendue. « Pourquoi est-ce que tu impliques une avocate ?»« Je pense que tu sais très bien de quoi il s'agit, » ai-je répondu calmement. « La vente de la maison. » Une pause. « C'est notre affaire, pas la tienne. » « Pas selon la lettre que j'ai reçue me félicitant pour la vente, ai-je rétorqué. D'une manière ou d'une autre, mon nom a été impliqué dans une transaction dont je ne savais rien. Il a soupiré lourdement. « D'accord, on peut se voir. Mais laisse l'avocate en dehors de ça. C'est une affaire de famille. Le temps de régler les choses en famille est passé le jour où vous avez mis ma valise sur le paillasson Charles, ai-je dit, me surprenant par ma propre assurance. Maître Winters sera là et je te suggère de venir avec ton propre conseil juridique. Nous avons convenu de nous retrouver dans un lieu neutre, un salon privé, dans un restaurant local. J'ai passé les jours précédents à alterner entre l'anxiété et une étrange et féroce détermination. La veille, au soir, Éléonore m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. « Souviens-toi, » m'a-t-elle dit, « tu ne te bats pas seulement pour ton argent. Tu te bats pour ta dignité. Ne les laisse pas te voir faiblir. » Le matin de la réunion, je me suis habillée avec soin une robe bleue que Françoise disait faire ressortir mes yeux, un maquillage léger, mes cheveux bien coiffés. En me regardant dans le miroir, j'ai à peine reconnu la femme assurée qui me faisait face. 6 mois plus tôt, j'étais brisée, trahie et sans abri. Aujourd'hui, je me tenais droite, prête à affronter ceux qui avaient essayé de me détruire. Patricia est venue me chercher révisant notre stratégie pendant le trajet. « Laissez-les parler en premier », m'a-t-elle conseillé. Les gens révèlent souvent plus qu'ils ne le voudraient lorsqu'ils sont sur la défensive. Charles et Aurélie étaient déjà assis
quand nous sommes arrivés accompagnés d'un homme mince que Patricia a identifié comme étant Maître James Porter, un avocat local connu pour ses transactions immobilières. Aurélie avait l'air tendu, son apparence habituellement soignée, légèrement effilochée sur les bords. Charles n'osait pas croiser mon regard. « Merci d'être venu », a commencé Patricia en posant un dossier sur la table. « Nous sommes ici pour discuter de la vente récente de la propriété située au 1472 avenue des Érables et plus précisément de l'intérêt financier de ma cliente dans cette propriété. » Maître Porter s'est raclé la gorge. Mes clients maintiennent que Madame Hélène Dubois n'avait aucune propriété légale du bien. Sa contribution était un don comme documenté ici. Il a fait glisser un papier sur la table. Patricia l'a examiné brièvement. Ce document reconnaît simplement une contribution financière. Il ne la qualifie pas de don à des fins légales. De plus, nous avons des preuves que le nom de Madame Dubois a été utilisé dans le processus de vente sans sa connaissance ni son consentement. Charles s'est agité sur sa chaise. Le visage d'Aurélie était devenu blême. « Peut être, a continué Patricia, pourriez-vous expliquer pourquoi Madame Dubois a reçu cette lettre ?» Elle a placé la lettre de l'agence immobilière sur la table. « C'était une erreur administrative, » a dit Maître Porter rapidement. L'agence a été informée que Madame Dubois avait contribué aux rénovations et l'a incorrectement listée comme partie à la vente. Une erreur intéressante, a noté Patricia, d'autant plus que la signature de ma cliente apparaît sur les documents de vente préliminaires. Elle a sorti un autre papier. Cette signature que Madame Dubois confirme ne pas avoir apposée. La pièce est devenue silencieuse. Les mains d'Aurélie tremblaient légèrement. Charles avait l'air d'avoir la nausée. « C'est une allégation grave, a dit Maître Porter, son calme professionnel s'effritant. Suggérez-vous que mes clients ont commis un faux en écriture ? Je ne suggère rien, a répondu Patricia posément. Je constate des faits. Maintenant, nous pouvons poursuivre cette affaire devant les tribunaux avec toute l'exposition publique que cela entraînerait, ou nous pouvons parvenir à un accord raisonnable aujourd'hui. Charles a finalement parlé, sa voix tendue. « Que veux-tu, maman ?» Pour la première fois depuis que j'étais entrée dans la pièce, j'ai regardé mon fils droit dans les yeux. Le garçon que j'avais élevé, l'homme qui m'avait si complètement trahi. Quelque chose en moi s'est adouci non par faiblesse, mais par compréhension. Ce n'était pas un monstre. Il était juste faible, trop facilement mené par le matérialisme d'Aurélie et trop disposé à sacrifier sa mère pour son confort. « Je veux ce qui est juste », ai-je dit simplement. J'ai contribué à hauteur de 150 000 € pour cette maison. Je veux les récupérer avec les intérêts. Aurélie a eu un hoquet étranglé. C'est ridicule, cet argent était un cadeau. Vraiment, ai-je demandé, en me tournant vers elle. Était-ce aussi un cadeau, quand tu as utilisé mes cartes de crédit sans permission? Était-ce un cadeau, quand tu as emballé mes affaires dans des cartons et les as laissées dans le garage? Était-ce un cadeau, quand tu as prévu de me mettre dans une maison de retraite sans que je le sache? Le visage d'Aurélie s'est empourpré. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. L'ai-je interrompu, ma voix stable. Je comprends que vous ne me voyez que comme une source commode d'argent et de garde d'enfants. Et quand je suis devenue un inconvénient, quand j'ai eu besoin de soins après mon opération, vous m'avez jeté sans une seconde pensée. Charles a baissé les yeux sur ses mains. Maman, ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était Charles? Ai-je demandé sincèrement curieuse. S'il te plaît, explique-moi comment un fils met sa mère à la porte après une opération. Il n'avait pas de réponse. Patricia a doucement ramené la conversation sur le terrain des affaires. Ma cliente est prête à accepter un règlement pour le montant initial, plus 6% d'intérêt, soit un total d'environ 159 000 €. Compte tenu des circonstances, je crois que c'est plus que raisonnable. Maître Porter s'est entretenu à voix basse avec Charles et Aurélie, leur conversation tendue. Finalement, il s'est redressé. Mes clients sont prêts à offrir 150 000 € comme règlement complet. Hâté, il dit. Patricia m'a regardé d'un air interrogateur. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai hoché la tête. Le montant exact était moins important pour moi que la reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Nous acceptons, a dit Patricia, à la condition que les fonds soient transférés dans les 7 jours et que les deux parties signent un accord de non-divulgation sur les circonstances de ce règlement. Alors que Patricia et Maître Porter réglaient les détails, je me suis adossée à ma chaise. Un étrange sentiment de paix m'envahissait. L'argent ne pouvait pas guérir la blessure de la trahison, mais il sécuriserait mon avenir. Un avenir que j'envisageais maintenant avec un espoir inattendu.
Un an jour pour jour après avoir été mise à la porte de ce que je croyais être ma maison pour toujours, je me tenais dans la cuisine de ma nouvelle boulangerie, les douceurs d'Hélène, respirant l'arôme riche de la cannelle et de la vanille. Le soleil du matin filtrait à travers les vitrines, projetant une lueur dorée sur les murs fraîchement peints et les comptoirs étincelants. « Ils sont parfaits », a dit Françoise en arrangeant un lot de madeleines dans la vitrine. Je n'arrive toujours pas à croire que nous l'avons vraiment fait. J'ai souri en regardant ma plus vieille amie s'affairer autour des pâtisseries, comme s'il s'agissait de pierres précieuses. 6 mois plus tôt, lorsque j'avais reçu l'argent du règlement de Charles et Aurélie, Françoise avait fait une remarque en passant disant que ma tarte tatin pourrait se vendre dans n'importe quelle pâtisserie de la ville. Ce qui avait commencé comme une blague était devenu une conversation sérieuse, puis un plan d'affaires, et enfin cette réalité. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, lui ai-je dit en ajustant mon tablier. À 69 ans, je n'aurais jamais imaginé ouvrir un commerce, mais me voilà copropriétaire d'une petite mais charmante pâtisserie spécialisée dans les desserts traditionnels faits maison. La cloche au-dessus de la porte a tinté et Éléonore est entrée suivie de Marguerite et de 3 autres amis de mon groupe de parole. « C'est magnifique, Hélène !» s'est exclamée Éléonore en regardant autour d'elle avec approbation. « Absolument parfait. Nous t'avons apporté quelque chose, » a dit Marguerite en me présentant un petit arbre en pot. « C'est un pommier nain, pour les nouveaux départs. » Des larmes me sont montées aux yeux en acceptant leur cadeau. Merci à vous toutes, pour tout. L'année écoulée avait transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. L'argent du règlement m'avait donné des options, mais ce sont les amitiés que j'avais nouées qui m'avaient vraiment sauvée. Le groupe de parole était devenu ma bouée de sauvetage. Un cercle de personnes qui comprenaient la perte et la reconstruction parce qu'elles l'avaient vécue elles-mêmes. Notre grande ouverture a été un succès modeste. Les voisins sont entrés attirés par l'enseigne peinte à la main et l'odeur de cuisson fraîche. À midi, nous avions vendu la moitié de notre stock et à la fermeture, les vitrines étaient presque vides. « J'appellerais ça un triomphe », a déclaré Françoise alors que nous comptions la recette de la journée. Je hochais la tête trop fatiguée pour parler, mais ressentant une profonde satisfaction que je n'avais pas connue depuis des années. Cette petite boulangerie représentait plus qu'une simple entreprise. C'était la preuve tangible que la vie pouvait recommencer à n'importe quel âge, que la trahison n'était pas forcément la fin de l'histoire. Les semaines suivantes se sont installées dans un rythme agréable. Je me levais avant l'aube pour commencer à pâtisser, trouvant mon rythme dans les heures calmes du matin, puis accueillant les clients tout au long de la journée. Le travail était physiquement exigeant, mais il me donnait un but et les compliments fréquents sur mes gâteaux nourrissaient mon âme d'une manière dont je n'avais pas réalisé avoir besoin. 3 mois après notre ouverture, par un calme mardi après-midi, la cloche a tinté. J'ai levé les yeux d'un plateau de tartelettes au citron pour voir Charles debout mal à l'aise dans l'embrasure de la porte. Mon cœur a raté un battement. Nous ne nous étions pas parlé depuis la réunion de règlement. Le voir plus mince maintenant, avec de nouvelles rides autour des yeux, a provoqué une vague complexe d'émotions en moi. L'amour, la douleur, la colère et quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Maman athée », il dit sa voix à peine audible, par-dessus la douce musique qui jouait dans la boutique. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier. Charles, c'est une surprise. Il s'est agité mal à l'aise, regardant l'espace joyeux autour de lui. C'est joli ici, la boulangerie, ça te va bien. Merci, ai-je répondu en gardant une voix neutre. Qu'est-ce qui t'amène? Il a pris une profonde inspiration. J'ai des problèmes, maman. Bien sûr qu'il en avait. Pourquoi d'autres seraient-ils venus me voir après tout ce temps? Quel genre de problème? Je demandais bien que je puisse le deviner. Financier, athée, il admit en fixant le sol. Aurélie, elle est partie. Elle a emmené les enfants chez sa mère, en Arizona. L'argent de la vente de la maison. Il a disparu. Je ne sais pas comment exactement. C'est Aurélie qui gérait les finances. Il a eu un rire amer. Ah, ironique, n'est-ce pas? Après tout ce qui s'est passé avec toi, j'ai étudié le visage de mon fils. Ce visage que j'avais autrefois connu mieux que le mien. Il avait l'air brisé, humilié, d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Je suis désolée d'entendre ça, ai-je dit, surprise de constater que je le pensais sincèrement, surtout pour les enfants. Ils doivent te manquer. Il a hoché la tête, clignant rapidement des yeux. Oui,
J'essaye de trouver un moyen de les faire revenir, mais d'abord je dois me remettre sur pied. Il a finalement croisé mon regard. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Pas après ce qu'on a fait. Mais je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Il fut un temps où ces mots auraient suffi pour que j'ouvre mon portefeuille, ma maison, mon cœur. Mais je n'étais plus cette femme. Qu'est-ce que tu demandes exactement, Charles? Il a hésité. Un prêt. Juste le temps que je puisse vendre la maison du lac et trouver quelque chose de plus abordable. Ah, la maison du lac. La propriété de rêve qu'ils avaient prévu d'acheter avec le produit de la vente de la maison que j'avais aidé à payer. L'ironie ne m'a pas échappé. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit doucement mais fermement. Son visage s'est décomposé. Maman, s'il te plaît, je comprends que tu sois en colère. Il ne s'agit pas de colère, l'ai-je interrompu. Il s'agit de limites. Il s'agit d'apprendre de l'expérience. J'ai pris une profonde inspiration. Mais je peux t'offrir autre chose. Quoi? Un travail, ai-je dit? Nous avons besoin d'aide pour les livraisons et pour porter les charges lourdes ici. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est un travail honnête. Charles m'a regardé, s'attendant clairement soit à un rejet catégorique, soit à un chèque en blanc. Tu m'embaucherais après tout ça? Oui, ai-je dit simplement. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je choisis de te l'offrir. Il est resté silencieux pendant un long moment réfléchissant. Quand est-ce que je commencerai? Demain matin, 5 heures. La cuisson commence tôt. Il a hoché la tête lentement. D'accord, merci. Après son départ, Françoise est sortie de l'arrière-boutique où elle nous avait tactiquement laissés seuls. Tu es sûre de ça? Hâtée, elle demandait l'inquiétude gravée sur son visage. Non, ai-je admis. Mais ça me semble juste. Pas pour lui, pour moi. La vérité, c'est que offrir un travail à Charles plutôt qu'une aumône concernait autant ma propre guérison que la sienne. Je posais une limite, je maintenais ma dignité, tout en laissant la porte entr'ouverte à une possible réconciliation. 2 mois plus tard, Charles se présentait toujours tous les matins à 5 heures, livrant les commandes, faisant la vaisselle et apprenant progressivement les bases de la pâtisserie. Notre relation était fragile, construite sur des conversations prudentes, sur des sujets neutres. Nous ne parlions ni d'Aurélie ni du passé, nous concentrant plutôt sur les tâches quotidiennes. Ce n'était pas exactement le pardon, mais c'était quelque chose. Un pont fragile qui se construisait une planche à la fois. Par un chaud, dimanche après-midi, mon jour de congé, j'étais assise sur la petite terrasse de mon appartement m'occupant des herbes aromatiques que j'avais commencé à cultiver. Le pommier nain de mes amis avait produit son premier petit fruit. Une seule petite pomme, mais une victoire néanmoins. Mon téléphone a sonné et j'ai souri en voyant le nom d'Éléonore sur l'écran. « Alors, comment s'est passé ton rendez-vous » lui ai-je demandé d'un ton taquin. Éléonore avait récemment commencé à voir Guillaume, un veuf, qu'elle avait rencontré au jardin communautaire. « Merveilleux !» hâtée, elle soupirait joyeusement. Il m'a emmené dans ce nouveau restaurant italien au bord du lac. Mais je t'appelle pour toi. On est toujours d'accord pour dîner ce soir, Guillaume amène son ami Antoine. J'ai gloussé. Tu essaies toujours de me caser avec Antoine. C'est un homme charmant, Hélène. Un professeur de littérature à la retraite veuf depuis 5 ans. Il aime la pâtisserie et le jardinage et il a les yeux les plus gentils du monde. J'y serai, ai-je promis, me surprenant de l'impatience que je ressentais. En raccrochant, j'ai contemplé mon petit mais bel espace. Les plantes florissantes, les meubles confortables, les photos de mes nouvelles amies, à côté de vieux souvenirs chéris. Rien de tout cela n'était ce que j'avais prévu pour ma retraite. C'était différent, inattendu, mais d'une certaine manière plus riche que je n'aurais pu l'imaginer. La trahison qui avait autrefois menacé de me détruire m'avait au contraire forcé à découvrir des forces que je ne soupçonnais pas. Elle avait balayé les illusions et les avait remplacées par des liens authentiques. Elle m'avait enlevé ma fausse sécurité et m'avait donné une véritable indépendance. J'ai cueilli l'unique pomme de mon petit arbre, sa peau lisse et fraîche contre ma paume. Elle n'était pas parfaite, légèrement difforme et plus petite que les fruits du commerce, mais elle était authentique, durement gagnée et douce de promesses, tout comme ma nouvelle vie. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous qui écoutez mon histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire?
laissez un commentaire ci-dessous. Et en attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de notre chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.